Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La rentrée scolaire se poursuit au Maroc, alors que des millions d'enfants rejoignent les bancs de l'école. Pour d'autres, certaines difficultés persistent. Le défi pour le Maroc aujourd'hui est de parvenir à garantir un accès à l'éducation pour tous. Quelle inclusion des enfants en situation de handicap? Comment le système éducatif marocain s'adapte-t-il à leurs besoins spécifiques? Quelles perspectives d'avenir? Avec nous pour en parler, Madame Sabah Zenmama, vous êtes présidente de l'Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental au Maroc. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment se passe cette rentrée scolaire aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap? Alors la rentrée, je dirais qu'elle se passe différemment que celle de tous les enfants, les autres enfants, comme on dit. Mais cette année, peut-être, si on voit l'avancée qu'a fait le Maroc en matière de prise en charge et intégration des personnes en situation de handicap mental au Maroc, comparé il y a 30 ans, l'âge de ma fille, 38 ans bientôt. Donc avant, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune école qui les acceptait, il n'y avait aucun centre digne de ce nom qui était, c'est-à-dire qui pouvait, même à Casablanca, je vous dis, donc il n'y avait rien. Il y avait très peu d'initiatives, mais très timides. Mais aujourd'hui, quand même, il y a plusieurs opportunités. Il y a des centres qui ont ouvert, qui sont quand même à la page. Il y a l'école publique qui est ouverte à tout le monde. Il y a les écoles privées qui elles aussi commencent à intégrer les personnes en situation de handicap mental. Donc il y a eu quand même du changement. Mais malgré tout ça, ça reste quand même très particulier parce que pas tous les enfants ont leur place, pas tous les enfants ont leur place facilement. Les besoins spécifiques ne sont pas pris en compte pour la majorité des cas. Donc il reste beaucoup de difficultés, mais on dirait que c'est mieux qu'avant. Mais je suppose que ces besoins spécifiques ne sont pas aussi les mêmes pour chaque enfant. Il y a plusieurs degrés de handicap. Donc exactement, il y a des besoins solutions. spécifiques à chaque handicap. Au niveau, par exemple, moteur ou mental, il y a des adaptations générales, mais il y a aussi des adaptations individuelles, mais celles-ci ne vont être travaillées qu'une fois que la personne est intégrée. Et pour cette année, justement, qu'est-ce qui a été mis en place pour les aider à mieux s'intégrer et à être inclus? Ben, il y a eu quelques décrets de l'éducation nationale et quelques projets qui sont déjà mis en place l'année dernière par rapport aux classes d'accueil et de renforcement des capacités. C'est une bonne initiative, c'est-à-dire c'est une très grande avancée pour l'éducation nationale, mais il reste quand même quelques difficultés par rapport aux besoins spécifiques et toute la prise en charge spécialisée qui doivent accompagner ces personnes. Mais ça reste une bonne ouverture. Les centres, il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture de centres nouveaux, donc, mais il y a l'intégration individuelle dans les écoles, mais il n'y a pas eu quelque chose de nouveau cette année. Et au niveau des associations et de ces centres dont vous parlez justement, comment ça se passe? Ben, il y a, pour chaque, par exemple, en parlant de l'handicap mental, c'est des associations, la plupart de parents d'enfants ou de personnes en situation de handicap mental qui sont ouverts depuis des années ou nouveaux, mais qui donnent des prestations globales, c'est-à-dire en matière d'éducation spécialisée, en matière de rééducation orthophonique, psychomotrice ou même c'est-à-dire physique, en matière de sport, de loisirs, d'intégration sociale, pour les plus grands, pour l'intégration professionnelle, formation. Donc il y a quand même une panoplie de prestations qui est existante. Cette année, pour les centres, c'était difficile parce qu'il y a une période transitoire, comme vous savez, avec la stratégie nationale de la couverture sociale et médicale. Il y a eu des changements, mais les associations n'étaient pas prêtes parce qu'elles n'étaient pas informées.
Et donc, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui sont en attente parce que les associations n'avaient pas l'information exacte. Mais il y a 2 jours, on a eu des réunions avec Madame la ministre de la Solidarité et avec beaucoup de responsables gouvernementaux, y compris les responsables et les représentants de la chefferie du gouvernement, de l'éducation nationale. Et là, ils sont en train de sortir avec une vraie proposition pour cette période transitoire, en attendant qu'il y ait une couverture sociale et médicale pour ces personnes dans les centres. Et il rassure tout le monde, c'est-à-dire que cette année, au moins pour 2024, il y aura une couverture pour les personnes qui étaient déjà inscrites et ça ne va pas demander tout le dossier que les associations présentaient à la solidarité, parce que ce n'est plus une subvention, mais c'est un droit. Et je pense que c'est une avancée énorme. J'en profite pour rassurer les associations par rapport à l'année 2024. Il faut qu'ils intègrent les personnes, il faut qu'ils les inscrivent. Il y a l'engagement du gouvernement par rapport aux enfants déjà inscrits. Voilà. Et au niveau de ces associations, de ces centres, si on devait parler des formations, notamment les formations qui sont octroyées, on va dire, qui sont faites aux enseignants, pour que ceux-ci puissent, en tout cas, encadrer les personnes à besoins spécifiques de manière efficace et efficiente. D'accord. Donc il y a plusieurs formations qui sont faites dans le cadre de la formation continue, mais de la formation initiale. Il y a les formations des jardinières d'enfants ou d'éducation spécialisée faites par Centre El Manar. Il y a aussi quelques promotions de la faculté de Hassan II de Casa en éducation spécialisée, mais ça s'est arrêté. Mais après, il y a toute la formation continue que les associations font tout le long de l'année, sinon de leur c'est-à-dire programme. Il y a des intervenants étrangers qui viennent aussi pour donner des formations spécifiques. Il y a aussi des formations données par les psychologues, par les orthophonistes, par les psychomotriciens, pour pouvoir répondre, pour que les éducateurs qui sont auprès de ces enfants à 80% du temps aient les outils nécessaires pour travailler. Donc c'est un travail d'équipe, en tout cas, de ce qu'on comprend, de ce que vous dites. Plusieurs instances qui sont aujourd'hui en action, plusieurs organismes aussi qui travaillent ensemble main dans la main pour une meilleure inclusion pour ces enfants en situation de handicap. Parlons maintenant des familles de ces enfants. Comment sont-elles accompagnées, notamment les enfants justement qui souffrent de handicap mental? L'accompagnement reste à mon avis très, très minime et pas présent, c'est-à-dire d'une manière efficiente, parce que c'est un accompagnement qui doit se faire dès la naissance, en tout cas très peu dans les premiers mois, sinon dans les premières heures, parce que c'est l'acceptation de l'enfant, c'est beaucoup de choses qui vont s'installer très rapidement et qui vont faire que cette personne ou cet enfant va évoluer autrement. Donc, l'accompagnement des familles, il y a tellement de besoins. Il y a l'accompagnement, c'est-à-dire psychologique, pour d'abord créer cette relation entre la mère et l'enfant. Il y a aussi avec la fratrie, il y a aussi avec les grands-parents, mais il y a aussi à l'école. Donc, les parents sont perdus par rapport à tout le monde. Par rapport à tout le monde, comment ils doivent réagir avec cette personne, avec d'abord leur enfant, puis d'abord avec après avec la fratrie, avec les copains de l'école, avec les maîtresses. Et donc, comme au Maroc, il n'y a pas encore cette inclusion parfaite, on est encore un petit peu loin. Tout le fardeau est un peu mis sur le dos des parents, parce que c'est eux qui doivent expliquer à la maîtresse comment elle doit agir à l'école. Moi, je parle de l'école. Justement, cette transition au niveau de la rentrée, comment elle se fait? Elle doit être encore plus difficile pour les parents. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle est particulière parce qu'à part les refus d'intégration ou d'acceptation dans les jardins d'enfants, même dans les jardins d'enfants, dans les écoles, il y a aussi cette relation de collaboration entre les éducateurs, les enseignants, même en loisirs, que les parents doivent faire parce que les autres ne sont pas formés. D'où ma question sur les formations des enseignants tout à l'heure. J'avais compris en centre, mais normalement,
tout le monde doit former un handicap. Pas que les enseignants, il y a les enseignants. Normalement, c'est pas très sorcier. Dans les pays où ça a avancé, c'est qu'ils ont inclus un module handicap dans toutes les formations, que ce soit pour les juges, pour les enseignants, pour les chefs d'entreprise. Justement, aujourd'hui au Maroc, est-ce que les autres élèves sont sensibilisés à l'inclusion des enfants en situation de handicap? Ça reste mieux qu'avant. Moi, je dirais que c'est quand même mieux qu'avant parce que les gens sortent beaucoup. Il y a aussi des loisirs, il y a aussi des choses qui se sont installées pour les enfants en dehors de l'école et qui leur apprennent à fréquenter et à accepter l'autre. Et donc, je pense que c'est beaucoup mieux. Mais si c'est pas régulé tous les jours, ça ne va pas tenir. Donc, d'où l'intégration de modules de sensibilisation dans le processus global. Global, voilà, exactement. Parce que aussi le rôle des autres familles, de pouvoir parler à leurs enfants de la différence, de l'acceptation de l'autre. Donc tout ça, si tout le monde s'y met, je pense qu'on va avancer mieux. Quelles sont les étapes essentielles justement pour faire évoluer aujourd'hui les mentalités? Il n'y a pas de miracle, c'est l'inclusion. C'est l'inclusion. Plus ces personnes sont visibles, plus on va les accepter, on va mieux les connaître, parce que les gens ne les connaissent pas, donc ils se font une idée, peut-être vraiment beaucoup de fantasmes, beaucoup d'erreurs, de jugement, et finalement, quand ils les rencontrent, quand ils vivent avec eux, quand ils vont à l'école avec eux, quand ils travaillent avec eux, c'est autre chose. C'est une différence comme toutes les différences. Et pour conclure, justement, quelles sont aujourd'hui les grandes priorités de l'Union nationale pour les prochaines années en matière d'éducation inclusive pour les enfants en situation donc, de handicap mental, qui est votre spécialité? Notre objectif depuis le début, c'est travailler sur l'inclusion de la personne en situation de handicap dans tous les domaines, c'est-à-dire en milieu scolaire, social et aussi professionnel. On a démarré depuis l'année dernière un grand projet, celui de l'intégration professionnelle dans les milieux professionnels privés. C'est un projet très porteur qui donne ses fruits. Les personnes sont très bien intégrées, les milieux sont bien sensibilisés, on a fait les choses telles qu'elles doivent se faire et on a réussi à avoir cet impact global sur toute la société, sur les clients, sur les employés des sociétés. Donc on a aussi le travail de couverture sociale et médicale pour tous. Merci à vous en tout cas, merci à vous Madame Sabah Hazen Mama. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental au Maroc. C'était un plaisir. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.